la fraternité est contestée aujourd'hui comme terme. Elle est contestée. D'un côté, il y a les féministes lui objectent, à juste titre, que la cité n'est pas composée que de frères, mais qu'il y a aussi depuis peu quelques sœurs. Et de l'autre, elle est contestée par les penseurs libéraux qui reprochent à la fraternité d'être paternaliste et charnelle, voire un peu religieuse, puisque c'était les frères, c'est les moines quand même au départ. Et donc on a trouvé récemment deux mots alternatifs, deux mots différents, excusez-moi, avec lesquels on voudrait changer la fraternité. Donc il y a le beau mot de solidarité, voilà, et le deuxième mot c'est l'adelphité. Voilà. Proposition récente du Haut Conseil à l'égalité. Adelphité, parce que Adelphus c'est la matrice, et donc on vient d'une même matrice. Il n'y a pas de mot en français pour signifier la relation frère-sœur. Voilà. Donc adelphité, on vient de la même matrice, et donc voilà, adelphité, personne ne connaît ça, et c'est très sérieusement, on voit qu'il y a des conseils qui servent en France, hein. Ils ont inventé des trucs que personne ne comprend, et voilà, très sérieusement. Alors, voilà la proposition de la modification de la Constitution. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme, non, aux droits humains et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmés et complétés par le préambule de la Constitution, ainsi qu'aux droits, etc. Et désormais, la devise s'appellera liberté, égalité, adelphité. PH, ouais. En vertu de l'application des principes d'égalité et de liberté, la République garantit les droits à la contraception et à l'avortement, ainsi que le droit à une vie sans violence sexiste et sexuelle. Voilà. Ça date de quand, ça ? Il y a 6 mois. Non, pardon, 18 avril 2018. Ok. Au Conseil à l'égalité. Deuxième solution de repli, la solidarité. Forcément, le grand inventeur Léon Bourgeois. La solidarité, je rappelle, n'est pas la générosité, conçue au sens classique du terme. La générosité, c'est renoncer à ses propres intérêts au profit des intérêts d'autrui. La solidarité postule qu'en défendant l'intérêt d'autrui, je défends aussi mes intérêts. C'est l'idée de solidus, solide, c'est-à-dire quand je touche un côté, je touche aussi l'autre. Donc la solidarité repose sur un calcul d'intérêt. Alors, simplement, ce calcul d'intérêt ne se limite pas aux intérêts purement financiers, parce qu'on peut considérer qu'il y a plein de choses importantes dans la vie, la convivialité, etc. Alors, face à ces deux solutions, je voudrais défendre l'idée de fraternité, très fermement. La solidarité est un beau mot, je n'ai pas de reproche profondément, mais vous allez voir pourquoi je trouve qu'il faut défendre la fraternité impérativement. L'adelphité, on est clair, c'est absurde, non pas c'est absurde par l'idée, mais c'est absurde par le mot. Un mot que personne ne comprend ne peut pas constituer une devise républicaine. Enfin, les gens sont complètement à l'ouest quand ils font ça. C'est vraiment des philosophes, quoi. Pourquoi défendre la fraternité ? Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que le sens profond de la fraternité, ce n'est pas un idéal positif. La fraternité, ce n'est pas simplement s'aimer comme des frères, c'est aussi et peut-être surtout se détester comme des frères. Je parle sous le contrôle de mon frère, que j'aime beaucoup. C'est ça, Caïn et Abel, Romulus et Rémus. La fraternité se construit sur l'idée que le fratricide est possible. Et c'est ça qui en fait la profondeur, c'est ça qui en fait le sens. Elle pose, cette fraternité, la question politique par excellence. Qui n'est pas la question de dire ah, on va vivre ensemble, le vivre ensemble. C'est pas le problème, le vivre ensemble. C'est vivre ensemble avec un voisin qui fait de la cuisine, de son barbecue, qui s'appue, et qui fait du bruit le dimanche, et que j'ai envie de tuer. La politique, c'est comment vivre ensemble sans s'entretuer. C'est ça le problème politique. Et c'est pour ça que la fraternité nous pose le problème. C'est un grand mot parce que la fraternité, c'est tragique. La fraternité est à la fois le problème et la solution.
La solidarité est la solution. C'est très bien. Et c'est très raisonnable. Mais la puissance du mot fraternel, c'est que les frères s'entretuent, veulent s'entretuer. Et cette dimension tragique ne doit pas être évacuée. Et dans l'histoire littéraire de l'humanité, sauf à des inventions qui peuvent arriver, j'espère qu'elles arriveront, pour le moment, les grands mythes, les grandes histoires, ce sont des frères qui s'entretuent. Alors le jour où on inventera des... Vous voyez, Antigone, elle arrive après. C'est pas Antigone qui a tué ses frères. Elle arrive après. Et Théocle et Polynice se sont entretués. Donc, la fraternité couvre un ensemble du champ de la politique avec tous ses inconvénients. Elle n'est pas universelle. La politique dit que voilà, il faut des communautés, la famille, le village. Dominique, le village. Les gens, être maire d'un village, c'est pas faire l'expérience de la fraternité au quotidien. Enfin, je sais pas. Elle envisage des conflits, la guerre civile. Elle contient l'idée aussi de sacrifice ultime, c'est-à-dire l'idée de frères d'armes, qui est plus positive, mais qui est aussi tragique. Se sacrifier pour ses frères. Ce que la solidarité ne peut pas concevoir. Vous voyez, quand vous dites solidarité, vous n'allez pas vous sacrifier pour l'autre. Je défends mes intérêts en défendant ceux des autres. Fraternité, il y a l'idée du sacrifice ultime. Donc vous voyez, il y a une richesse sémantique, mythologique, archétypale dans l'idée de fraternité que l'adelphité ne sont pas absolument contenir, et que la solidarité, qui est gentille, enfin je veux dire, c'est bien la solidarité, mais il y a cette dimension existentielle profonde qui n'est pas présente. Voilà. Donc, je défendrai, du fait de son côté négatif, très profondément la fraternité. Parce qu'elle montre que la vie collective, c'est pas facile. C'est dur. C'est pas un long fleuve tranquille, exactement. Et qu'il va falloir, c'est une sacrée exigence. Et dire à quelqu'un, voilà, nous sommes frères, c'est pas un truc qu'on dit à la légère. Ça veut dire vraiment des choses très profondes. Être solidaire, quand on fait de l'assurance, on est solidaire. Voilà. Bon, franchement, est-ce qu'on a envie d'avoir des relations avec les autres en termes de solidarité, d'assurance simplement? Ça va pas. Vous voyez, donc c'est un mot qui est un mot très très puissant, très profond. Ce qui, et je conclus par là, nous oblige, si on veut être de bons frères et sœurs, là je mets le mot féminin dans l'affaire, c'est d'abord parce qu'il faut que nous soyons individuellement adultes. Nous avons à être adultes. Et là, le grand défi de l'humanisme, pour qu'on puisse vivre ensemble, il ne faut pas qu'on soit des enfants, il faut qu'on soit des adultes. Et là se pose le problème par excellence de la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Très bien. Et ça contient deux termes. Peuple, démos, et kratos, pouvoir. Et l'énigme de la démocratie, c'est de trouver la capacité collective d'agir. Comment on agit entre adultes consentants. Et la première caractéristique, c'est pour ça que je défendais dans mon dernier livre l'idée que la première caractéristique de la citoyenneté, ce n'est pas la désobéissance, mais c'est l'obéissance. Voilà. Parce que obéir, c'est faire attention au fait qu'il y ait des autres. Obéir au sens étymologique, c'est prêter l'oreille. Je prête l'oreille à le fait qu'il y a du réel, il y a des autres, mais je ne donne pas ma volonté. L'obéissance n'est pas la servitude. Et Rousseau le dit très clairement. Un peuple libre obéit mais ne sert pas. Un peuple libre obéit mais ne sert pas. Parce qu'il a des chefs, il n'a pas de maître. Parce qu'il a des chefs, il n'a pas de maître. Si on défend l'idée que la citoyenneté, c'est l'obéissance, la désobéissance, nous ne pourrons pas vivre ensemble. Pour installer la démocratie, la désobéissance est nécessaire. Absolument. Voilà. La démocratie a commencé par les désobéissances. Une fois que la démocratie est installée, l'obéissance est nécessaire. Voilà. On peut se mettre d'accord là-dessus. C'est à l'idée que, une fois que la démocratie est installée,
le geste de la désobéissance risque de mettre en péril. Aujourd'hui, la désobéissance est revendiquée par qui? Par les adversaires de l'avortement, qui veulent désobéir. Par les professeurs qui considèrent que les programmes actuels d'économie, d'histoire sont fascistes et qui veulent désobéir. Par, voilà, n'importe qui. Je suis en désaccord, donc je désobéis. Comment peut-on vivre ensemble en démocratie avec ces règles? Je laisse de côté le personnage de Gandhi parce que je vous l'accorde, je te l'accorde, Françoise. La désobéissance est nécessaire. Il faut évidemment critiquer le régime absolutiste, le régime traditionnel, le régime colonialiste pour faire advenir la démocratie. Voilà. Donc là, on sera d'accord. Mais en démocratie, par exemple, quelqu'un comme Thoreau me paraît profondément contradictoire. Et ouvrir la place à un univers de contestation permanente qui va rendre la vie collective impossible. Voilà. La désobéissance civile peut être un acte d'art politique. C'est-à-dire qu'on peut, sur certaines causes, et par exemple, ça a fonctionné et c'était légitime aux États-Unis à l'occasion des droits civiques. C'est allé. 2 points très rapides. Cette obéissance, évidemment, on peut dire, mais voilà, on rentre dans un système de paternalisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui obéissent, puis il y a des gens qui, malgré tout, gouvernent. La démocratie, c'est un pouvoir. J'insiste, alors là, justement, l'élément de désaccord, c'est un pouvoir. Et si on supprime ce pouvoir, on supprime la démocratie, me semble-t-il. Du coup, certes, c'est un paternalisme, mais vous voyez, c'est l'argument d'Aristote qui disent en démocratie, ce sont les mêmes tour à tour qui, à tour de, pardon, ce sont les mêmes qui, à tour de rôle, obéissent et gouvernent. Et donc, le principe de rotation des charges en démocratie est essentiel, parce qu'évidemment, ce serait paternaliste si c'était toujours les mêmes par essence qui gouvernaient. Mais comme la démocratie est le seul régime qui organise la limitation des mandats, le seul régime, la seule méthode, il n'y a pas d'équivalent. Alors on peut faire du coup d'État, ça c'est fonctionné, mais à Rome, par exemple, 70% des empereurs ne sont pas morts dans leur lit, hein, ils ont été assassinés. La démocratie organise la rotation pacifique des charges. Vous n'avez pas d'autres régimes qui le fassent. Ce système, c'est effectivement un système de rotation. Donc, idée, 3 exigences. Comment on devient adulte individuellement? C'est déjà un boulot. Avec Eric, on a écrit un livre sur justement cette définition de l'adulte. Et on sait que voilà, être adulte, c'est pas simplement être tout puissant, c'est pas tout savoir, c'est exactement le contraire. Être adulte, c'est le moment où on devient adulte, c'est le moment où on s'aperçoit qu'on ne sait pas tout. C'est le moment où on s'aperçoit que la vie est un peu cruelle. C'est avoir de la culture générale. La culture générale, c'est mesurer l'ampleur de son ignorance. Ce que ne peut pas faire une machine. Une machine sait, mais ne sait pas ce qu'elle ne sait pas. Être adulte, c'est aussi se décentrer. C'est pour ça que la principale expérience qu'on dit de l'adultité, c'est la parentalité. Ce qui ne veut pas dire que tous les parents sont adultes et tous les adultes sont parents, on est bien d'accord. Bon, mais c'est l'expérience du décentrement où on se dit, dans ma vie, il y a quelqu'un qui m'a aidé alors que j'étais jeune, prétentieux, ambitieux, et qui m'a dit, malgré tout, je te fais confiance. Et à un moment donné, c'est à son tour de le faire. Se décentrer de soi pour s'ouvrir un peu sur les autres. Avec cette conviction, encore une fois, qu'on ne peut grandir qu'en faisant grandir les autres. Et c'est en faisant grandir les autres, par exemple les enfants, qu'on devient soi-même adulte. Voilà la maxime de la démocratie. Elle vaut au niveau individuel, elle vaut au niveau collectif. Comment, au sein d'une démocratie, un peuple peut grandir en faisant grandir tous les membres de son peuple. Vous voyez qu'on en est loin. Mais c'est ça l'objectif. Et elle vaut entre démocraties. Avec cette loi absolue de l'histoire, 2 démocraties ne se sont jamais fait la guerre entre elles. Aucune démocratie n'a affronté 2 démocraties. C'est un bon signe. Voilà. C'est un très bon signe. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas un jour, mais on a toujours trouvé d'autres moyens entre démocraties pour régler les conflits. Donc quand on dit que nous vivons dans un désert spirituel, quand on dit que nous vivons dans une époque apocalyptique,
quand on dit que nous vivons dans un monde voué à la consommation, voué à la production et voué à l'absence de sens, je dis franchement, que souhaitons-nous de plus que cet objectif sublimissime de grandir et de faire grandir les autres?